Salam à toutes et à tous. Donc après une longue absence, Realpolitik revient en force pour vous parler du Maroc et des projets structurants du pays. Dans cette vidéo, on va essentiellement revenir sur l'un des événements qui se sont déroulés ces derniers mois. Il s'agit de la reconnaissance historique de la marocanité du Sahara par l'un des piliers de l'Afrique, le Kenya. La diplomatie marocaine a beaucoup travaillé ces derniers mois. Le pays a fait d'énormes progrès en Afrique sur la question du Sahara, notamment au niveau de la partie anglophone avec le changement de position du Kenya, mais aussi de l'ouverture d'un consulat somalien à Dakhla. Le Kenya est l'un des pays les plus importants d'Afrique avec une population de 55 millions d'individus et un PIB qui dépasse les 100 milliards de dollars. Le pays est en passe de dépasser la plupart des pays d'Afrique du Nord. Les Américains sont d'ailleurs en discussion avec le Kenya pour la mise en place d'un accord de libre-échange entre les deux pays. Si cet accord aboutit, le Kenya sera le deuxième pays d'Afrique après le Maroc à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Kenya, contrairement à nous, tirera meilleur profit de cet accord de libre-échange de par sa maîtrise de la langue anglaise et son bon voisinage. Je rappelle que le Maroc accusait en 2019 un déficit d'un peu moins de 2 milliards de dollars avec les États-Unis pour un volume d'échange d'à peu près 6 milliards de dollars. Ce qui n'est pas anormal en soi. Après vérification, parmi les 14 pays qui ont un accord de libre-échange avec les États-Unis, très peu ont un surplus commercial. Parmi les pays en voie de développement, seuls les hubs industriels comme le Mexique arrivent à avoir des surplus commerciaux avec les États-Unis. Si on prend la Colombie et le Chili par exemple, les deux pays accusent un déficit avec les États-Unis de 2 à 3 milliards de dollars. Cependant, le volume de leurs échanges avec les États-Unis est 5 à 6 fois supérieur au nôtre. Le déficit en soi n'est pas important, ce qui compte c'est vraiment le volume des échanges. Le Maroc est vraiment en retard par rapport aux autres pays émergents dans cette liste. Ce déficit s'explique par la diversité du tissu industriel américain comparé au nôtre. En gros, les Américains nous vendent des robots, des armes, des logiciels sophistiqués à très haute valeur ajoutée. Et nous, en échange, on leur vend du poisson, des produits agricoles et quelques pièces automobiles et aéronautiques. 6 milliards de dollars d'échanges depuis 2006, c'est une somme extrêmement dérisoire. Le pays n'arrive pas à pénétrer le marché américain qui est déjà saturé et extrêmement concurrentiel. Un producteur marocain sera en concurrence avec le Mexique et la Chine. Il devra donc proposer un produit de meilleure qualité avec un prix inférieur. Pour un industriel américain, délocaliser au Maroc n'est pas quelque chose d'intuitif. Il y a tout d'abord la barrière de la langue. La plupart des administrations marocaines traduisent uniquement en français, ce qui est une absurdité absolue. Des pays comme le Vietnam ont compris qu'ils devaient adopter l'anglais dans l'administration pour attirer plus d'investissements directs étrangers. Malheureusement, le Maroc en est encore à s'accrocher au français alors que les Français eux-mêmes apprennent l'anglais. La langue est le principal frein à l'optimisation de cet accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Maroc a fait des efforts de promotion à l'international avec notamment la marque Morocco Now, même si cette campagne de promotion est au ralenti depuis plusieurs mois. C'est aussi un autre problème du Maroc, la consistance et la rigueur. Le pays est fort pour lancer des initiatives, cependant celles-ci manquent de suivi et sont souvent abandonnées dans le temps. En ce qui concerne Morocco Now, j'ai déjà détaillé dans une vidéo comment le Maroc devrait se promouvoir autrement que par la mise en place d'une marque, notamment en investissant dans la culture et le numérique. Le pays doit construire son image à l'international en mettant en valeur son histoire et sa culture dans des films et des jeux vidéo. Le Japon ou encore la Grèce ont réussi à le faire. Mais les choses avancent. Récemment, le ministre de la Culture a conclu un accord avec Netflix pour développer du contenu sur l'histoire du Maroc. Je referme la parenthèse. Le deuxième point, c'est que pour l'industriel américain, le Mexique sera plus intéressant étant donné sa proximité du marché US ou encore l'Asie du fait de sa maîtrise de la logistique. Le Maroc est donc dans une position délicate où il doit trouver d'autres atouts pour attirer les investissements anglo-saxons. Un Maroc libéral signifie un Maroc en concurrence avec la planète entière, donc le Vietnam, la Chine et le Mexique. Si on souhaite attirer des IDE, il faut être plus attractif que ces pays, non seulement en termes d'infrastructures, de coût du travail, de législation, mais aussi de coût de l'énergie. Le Maroc est loin derrière dans plusieurs de ces catégories. Le Maroc souffre aussi de son petit marché interne qui ne lui permet pas de développer de grandes structures industrielles capables d'opérer des économies d'échelle et d'exporter à l'étranger. Une méga usine chinoise qui produit de la vaisselle pour un réseau de plusieurs milliers de magasins à travers toute la Chine aura un coût marginal beaucoup plus faible qu'un producteur marocain qui se contente de quelques dizaines de magasins Marjane et La Belle Vie. La vaisselle chinoise sera beaucoup plus compétitive à l'international que la vaisselle marocaine grâce à cette capacité d'opérer des économies d'échelle à l'interne. Ça explique la volonté du Maroc de s'intégrer dans un marché régional.
Le Maroc a essayé de raisonner les militaires algériens pendant des décennies sans succès. Ceux-ci sont figés à l'époque soviétique, ils ne conçoivent l'économie uniquement comme l'exportation de ressources naturelles à l'étranger pour obtenir des devises. C'est pour cette raison qu'ils s'accrochent à leur utopie polysarienne en pensant qu'un jour ils pourront faire transiter leurs ressources naturelles vers l'Atlantique. Ils ne connaissent absolument rien au commerce international et au développement économique en général. Ils ne comprennent pas que l'économie c'est tout simplement la transformation d'énergie en biens et services et qu'il serait beaucoup plus intéressant pour le Maghreb de transformer cette énergie localement. Ils préfèrent la vendre aux Européens. Le Maroc a tiré une croix sur le Maghreb, le pays veut désormais se tourner vers la CEDEAO, mais sa candidature bloque au niveau du Ghana et du Nigeria qui voient le Maroc comme une menace. On a du mal vraiment à réaliser à quel point l'hostilité irrationnelle des généraux algériens contre le Maroc a complètement paralysé et appauvri la région et conduit à l'exode de millions de Nord-Africains vers l'Occident. L'Afrique du Nord est une zone de moins en moins intéressante pour les États-Unis qui se tournent désormais vers l'Afrique anglophone. Il est plus intéressant pour les États-Unis de développer cette région très peuplée, démocratique et libérale, car contrairement à nous qui avons un voisinage maudit, le Kenya a deux voisins très importants, la Tanzanie avec ses 60 millions d'habitants et l'Éthiopie avec plus de 115 millions d'habitants. Ces trois pays représentent un marché de 200 millions de consommateurs qui ferait saliver n'importe quel industriel étranger. C'est dans ce contexte que le Maroc a réussi l'exploit de miser sur le ticket gagnant des élections présidentielles. William Ruto, qui a toujours été très critique sur le soutien de son pays au Polisario, a été élu président du Kenya en septembre dernier. Durant la cérémonie d'investiture, Ruto a accueilli le leader de la milice algérienne du Polisario, ce qui avait provoqué un ouf de soulagement auprès des milices du Polisario. Mais ce moment de répit n'a pas duré longtemps puisque un jour après, William Ruto accueillait le ministre des Affaires étrangères marocain pour lui faire part de la décision de son pays de démanteler les institutions du Polisario et revenir sur la reconnaissance de l'entité algérienne. Après cette réunion, William Ruto a publié un tweet annonçant les mesures pour ensuite le supprimer. Certains disent qu'il aurait subi des pressions de la part des relais algériens dans le pays, d'autres disent qu'il aurait dû attendre le renouvellement du Parlement et qu'il aurait outrepassé ses prérogatives, la reconnaissance d'un État devant être confirmée ou infirmée par un vote du Parlement. Je suis de ceux qui pensent que la diplomatie marocaine s'est précipitée sur cette affaire et qu'on aurait dû attendre que l'opposition pro-algérienne disparaisse de la scène politique du pays. Le Maroc a pris l'habitude de discuter avec des dictatures en Afrique où l'opposition est soit en prison, soit inexistante. Dans le cas du Kenya, il s'agit d'une vraie démocratie africaine avec une opposition puissante et structurée. Une chose est sûre, c'est que le Kenya de William Ruto sera un allié du Maroc. Celui-ci a annoncé des mesures fortes comme l'ouverture d'une ambassade du Kenya à Rabat et la reprise du commerce entre les deux pays qui avait été empoisonné par les rebelles en sandales du Polisario algérien. Pour le Maroc, c'est non seulement une victoire politique, mais c'est aussi une victoire économique car ça va donner au Maroc un accès à ce marché de 200 millions de consommateurs. Ça donnera aussi au Maroc un ancrage dans cette région qui a pour longtemps été hostile au pays. C'est un véritable changement de dynamique en Afrique qui aura des conséquences durables pour le pays. Ce changement de position kényan fait aussi suite à plusieurs victoires marocaines en Afrique, notamment au Tchad, le Cap-Vert et la Somalie qui ont annoncé l'ouverture d'un consulat dans le Sahara occidental marocain. C'est aussi la diplomatie du phosphate qui est à l'œuvre. Le conflit ukrainien a fait flamber les prix des engrais, ce qui a entraîné des pénuries et une inflation des produits agricoles. Beaucoup de pays africains sont menacés par la famine et l'OCP semble être en mesure d'aider ces pays. Certains disent que le Maroc ne devrait pas brader ses ressources pour obtenir des soutiens à l'international. D'autres pensent que l'OCP est le bras armé de la diplomatie marocaine. J'aborderai cette fameuse diplomatie du phosphate en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.